Je commence? C'est parti. C'est parti. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à la 7e, je crois, table ronde des rencontres des Sablons. Pas des moindres. Accrochez-vous. On vous propose à cette table ronde de réconcilier des contraires, économie, écologie, et de faire rimer des antagonismes, parce qu'on les oppose toujours, toujours, toujours. Donc, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Je suis Géraldine Poivert, directrice générale et cofondatrice de Reset, société de conseil en transition environnementale et économique. Je suis ravie de participer aux rencontres des Sablons. Ils aiment l'intelligence collective, moi aussi. Ils détestent hurler avec les loups, tout comme moi, tout comme eux, parce que les stars, c'est eux qui vont vous montrer comment concilier et conjuguer ces apparents contraires, parce que le thème de la table ronde, c'est économie circulaire, économie de la fonctionnalité, de l'usage, oser, un nouveau modèle de développement. Je vous les présente par ordre d'apparition. Jean-Marc Boursier, tu es président de l'INEC. Je vais te laisser ensuite débattre. Après une vie dans les infrastructures, le déchet, l'économie circulaire. Monsieur Priamy, bonjour. Vous êtes directeur général du Crédit Agricole, Personal Finance, Mobility, il y a autre chose, services financiers spécialisés. Monsieur Gaborio, merci d'être là. Vous représentez Michelin, là aussi c'est comme le Crédit Agricole, je n'ai pas besoin de le présenter. Et vous êtes directeur des solutions matériaux pour la circularité. Hervé Vario, merci d'être là, directeur général de Crédit Agricole, leasing et factoring. Merci encore. Alors, messieurs, avant de vous donner la parole, ensuite, the floor is yours, je dois poser le cadre. Alors, je vous le dis, ce cadre va paraître sombre. Ils vont se charger de l'éclairer. Je commence par le cadre. Pourquoi on vient vous parler d'économie circulaire et d'économie de la fonctionnalité? Je reviens sur la situation du monde aujourd'hui. Grand scoop. La crise environnementale que nous sommes en train de vivre n'est pas simplement le réchauffement climatique lié à l'effet carbone. Ça, c'est un symptôme. Le syndrome de notre crise climatique et de notre crise environnementale aujourd'hui, c'est la gestion de nos ressources. C'est arithmétique. J'espère vous convaincre en 2 instants. Il n'y a pas de plan B. Ça vous fait peut-être hausser des épaules quand un ONG le dit, mais en vrai, on ne va pas vivre demain sur Mars, même si on peut s'y préparer, et nos ressources sont limitées. Toutes les ressources sont limitées. Celles créées au Big Bang, les terres rares, celles qui ont mis des millions d'années, les produits pétrosourcés, et la biomasse est devenue rare parce que comme on pollue beaucoup en extrayant, il y en a de moins en moins. Donc le défi de cette crise environnementale, c'est la gestion de nos ressources parce qu'on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, on avait commencé à la révolution industrielle et l'acmé a été les 30 glorieuses, on consomme, on génère des externalités et aujourd'hui on est dans le rouge parce qu'on a bloqué notre capacité à régénérer nos ressources. Avant de leur passer la parole, je vous donne quelques chiffres clés. Ils vont vous donner le vertige, ils sont vertigineux. Produire un jeans nécessite 10 000 litres d'eau, c'est 285 douches. Aucun rapport avec l'étude de l'ADEME sur combien de fois il faut laver ses vêtements, on en reparlera à la pause. Il faut 150 tonnes de minerais pour produire 1 tonne de cuivre raffiné et on aura consommé plus de terres rares en 30 ans que depuis le début de l'humanité. Résultat, biodiversité, on est à la 6e extinction de masse. La précédente, c'était les dinosaures. 6 des 9 limites planétaires sont dépassées. On extrait tellement eutrophisation des eaux, imperméabilisation des sols, plus de biodiversité. Je vous assure, après j'ai fini, ils arrivent avec les solutions. Explosion des déchets. Vous avez tous vu la photo du 6e, 7e continent à la dérive. Bref, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est eux qui vont vous le prouver parce que nos invités qui vont converser sont des gens qui n'opposent pas, mais qui composent au sens noble du terme. La racine latine, c'était construire avec. Dernière chose, notre modèle hérité des 30 glorieuses, ce modèle linéaire, j'extrais, je fabrique, je jette, vous le voyez bien, ne peut plus fonctionner, d'où le modèle circulaire et de fonctionnalité qui permet, je le crois, et ils vont vous le démontrer, d'aspirer à un nouveau modèle de prospérité qui conjugue économie, écologie et sociale. Dernier petit clin d'œil pour les économistes dans la salle, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. 50% du PIB mondial aujourd'hui est basé sur de la consommation du capital naturel qui n'est jamais pris
pris en compte dans la comptabilité matière. Donc c'est parti, ce modèle est sous tension, mais ils sont là pour vous montrer que ça va changer. Jean-Marc, tu as accepté de commencer. Merci. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Et merci d'être le premier. On va avoir deux temps dans cette conversation. Jean-Marc, Monsieur Priamy, vous allez nous donner un petit peu votre vision macroéconomique de l'évolution, et après on passera dans l'exécution. Alors Jean-Marc, tu es président de l'INEC. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'Institut national de l'économie circulaire, nous définir en un mot? L'INEC, c'est un institut très original qui a été créé il y a une douzaine d'années. On regroupe environ 200 membres, donc des entreprises petites, moyennes, très grandes, mais également des collectivités territoriales, des fédérations professionnelles. Et on essaie de réfléchir tous autour de l'idée qu'il faille ensemble créer une économie différente, l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est une économie. D'abord, l'économie circulaire, c'est de l'économie, d'accord ? Je crois qu'il y a une réflexion que tu posais. C'est bien de le rappeler. Est-ce qu'on doit vivre une utopie? Non, on doit créer une économie différente. Mais il faut que ça soit de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit rentable, que nos entreprises puissent continuer à créer, à investir, se développer. Mais une économie qui doit avoir deux caractéristiques qu'au sein de l'INEC, nous jugeons fondamentales. La première, c'est une économie qui soit beaucoup plus économe des ressources naturelles. Tu as évoqué toutes les difficultés au-devant desquelles on va aller si on continue à ultra-consommer les ressources de la planète. Vous connaissez tous le calcul qui a été inventé dans les années 70 du jour du dépassement. On calcule le jour dans l'année à partir duquel on consomme plus de ressources que la Terre peut en régénérer elle-même. Quand on a commencé en 1970, ce jour, c'était le 29 décembre. Donc on consommait juste une planète. Et la dernière fois qu'on l'a calculé, si on met de côté l'année du Covid, on est aux alentours de fin juillet. Donc on consomme bientôt 2 planètes. Bon. Donc, premier sujet, comment fait-on pour inventer une économie, encore une fois, qui permette aux entreprises de se développer? On n'est pas dans le déclin, on n'est pas dans le retour en arrière. C'est une économie. Non, au sein de l'INEC, on n'est pas dans cette logique-là. Je vais juste finir mon propos pour t'expliquer, parce qu'on a 3 contraintes. On a créé de l'économie, créé des richesses, 2, protéger les ressources naturelles. Et ce que l'on cherche à faire, et c'est la troisième volée du triangle, c'est créer une économie qui soit socialement beaucoup plus inclusive. On veut créer de l'économie chez nous, dans les territoires, tendre la main à nos concitoyens les plus défavorisés, plutôt que d'importer des biens et des services venant de pays à bas coût, ce qui a d'autres inconvénients, évidemment. Donc on cherche à réconcilier ces 3 points. Protéger la planète en rentrant dans une logique de décroissance, on sait faire. Croître en surconsommant les ressources naturelles, on sait faire, mais arriver à faire des 3 en même temps, c'est plus compliqué. D'où les réflexions que nous menons au sein de l'INEC, et d'où la volonté de son président de consacrer une grande partie de sa vie à ce défi qui me paraît être un défi politique au sens noble du terme. Il faut qu'on trouve une solution qui soit une solution politique. Et Jean-Marc, tu étais un homme d'affaires avant, tu as construit des unités, des centres de recyclage. Donc, tu as vécu dans le business, dans cette contrainte fin du monde, fin du mois. C'est pas une dystopie, l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Ça marche vraiment. Comment est-ce qu'on peut en convaincre ceux qui sont encore rétifs à penser qu'on peut sauver le modèle linéaire et pas basculer vers la circularité? L'économie circulaire, c'est un sujet compliqué parce que tout le monde le comprend. Simplement, quand dans nos vies quotidiennes, on cherche à arbitrer, tu l'as évoqué, entre la fin du monde et la fin du mois, si j'ai le choix entre un produit environnementalement très vertueux, mais s'il coûte plus cher que le produit brun, si le produit vert coûte plus cher que le produit brun auquel il doit se remplacer, on va forcer les gens à faire un arbitrage. Et tous les sondages d'opinion ont démontré, surtout dans des phases économiquement plus compliquées, que les gens font un arbitrage économique de court terme. Donc voilà. Donc basculer dans ce monde d'économie circulaire, c'est à l'heure actuelle compliqué. D'abord parce qu'il faut bousculer nos réflexions, nos modes de consommation. On va avoir plein d'exemples intelligents, mais ça prend du temps pour convaincre l'ensemble des acteurs économiques, les citoyens, les collectivités locales, les entreprises, de basculer dans un nouveau modèle. Deuxièmement, on y reviendra probablement, ça coûte de l'argent. D'accord ? Il faut investir beaucoup dans des nouveaux outils de production. On a des acteurs de la banque. On a la chance de travailler avec Fabien sur le recyclage des pneus. Faire du noir de carbone recyclé pour construire des pneus avec des matériaux secondaires, ça coûte beaucoup d'argent. Pour vous donner un ordre de grandeur, une usine de recyclage des pneus, 50 000 tonnes, c'est environ 100 millions d'euros. Oui, mais il faut
3 millions les déchets de pneus, c'est 3 millions de tonnes par an. Donc si on multipliait des usines de 50 000 tonnes à l'infini, ça coûterait beaucoup d'argent. Et je prends l'exemple des pneus, je peux prendre l'exemple des plastiques, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut bousculer les mentalités, c'est long. 2, il faut beaucoup d'investissements, beaucoup de capitaux publics, j'espère, beaucoup de capitaux privés. Alors les capitaux publics, à un moment où on veut réduire l'argent de l'ADEME et où on voit que les fonds liés à France 2030 sont en réduction, c'est compliqué. Donc il va falloir beaucoup de financement privé. Il faut beaucoup d'innovation, parce que c'est des nouveaux outils, des nouveaux modèles. Voilà, donc ça prend du temps. Donc on est dans cette logique-là. Et à la fin des fins, il faut que le produit vertueux coûte moins cher que le produit vierge auquel il se substitue. Sinon, le consommateur ne suivra pas. Le problème est raccord, bien connu des mathématiciens. Mais on est là pour y arriver. J'ai une question. Est-ce que, je sais qu'en tant que président de l'INEC, tu es vigilant, est-ce que tu as le sentiment qu'alors que, depuis une dizaine d'années, les politiques énergétiques, la décarbonation, les révolutions de la chimie, ça s'était mis en place et que l'Europe commençait à se coaliser pour faire des choses, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un recul aujourd'hui, un côté... Bon, l'écologie, ça suffit, pour ne citer personne. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a un petit retour en arrière, presque une mise en risque, en finalement faisant un petit peu la politique de l'autruche, parce qu'il y a une certaine fatalité au fait que les ressources sont rares, on va être 10 milliards demain, vêtir les gens, les nourrir, les soigner, il va falloir faire mieux avec moins. Comment tu sens la politique européenne et la politique publique française ? Je suis plus pessimiste aujourd'hui que je l'étais il y a un an. D'abord parce qu'on continue à opposer économie et écologie, alors qu'on devrait essayer de chercher un système intermédiaire qui nous permettra de retrouver les chemins de la croissance. Ensuite, parce que, ce qui est probablement vrai pour la plupart des entreprises, pas celles qu'on va écouter aujourd'hui, parce qu'on a un panel de gens progressistes, mais ça arrive souvent que les entreprises ayant des difficultés mettent ces sujets de l'empreinte environnementale un tout petit peu de côté. On voit bien qu'au sein des derniers gouvernements, ces sujets de la transition écologique ou la transition énergétique apparaissent moins essentiels que ça aurait pu ou ça aurait dû être le cas. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux réflexions qui sont menées au sein du gouvernement. Et si je devais un tout petit peu schématiser, Bercy s'occupe de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, là où le ministère de la Transition écologique s'occupe un peu plus des ressources. Malheureusement, ils ne se parlent pas. Donc la stratégie nationale bas carbone n'intègre pas du tout la question des ressources naturelles. Par exemple, on dit tiens, on va utiliser de la biomasse en France, mais quand on fait la somme des projets de production de gaz avec de la biomasse et la somme des projets de production de fuel alternatif pour l'aéronautique, l'équation ne boucle pas et on voit bien qu'on utilise plus que la biomasse qui est générée en France. Bon. Donc quand on met l'inconsistance des politiques publiques, les stop-and-go permanents qui sont faits, et puis le fait que dans des phases de légère contraction économique, ce sujet de la transition écologique apparaît comme un sujet moins essentiel, alors qu'il devrait être au contraire un vecteur de progrès, oui, je trouve qu'on a plutôt reculé ces derniers mois. Bon. Un petit chiffre. Le World Economic Forum rappelait que 7% de l'économie est circulaire, ou une économie de l'usage ou de la fonctionnalité, 93% linéaire. Ça nous laisse un terrain de jeu. Et comme Jean-Marc le soulignait, il y a des modèles économiques, il faut les faire advenir avec du financement, de l'évolution marketing, mais ils existent. Et je vous propose, vous pourrez interagir après, mais peut-être, Monsieur Priamy, si vous le voulez bien, vous êtes au Crédit Agricole, un homme qui a fait sa carrière au Crédit Agricole. Je ne présente pas le Crédit Agricole, première banque française. Enfin, voilà. Vous vous êtes créé le Crédit Agricole pendant la révolution de l'agriculture, à l'époque où il y avait 50% de la population qui vivait de l'agriculture. Donc la transition, ça vous connaît. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui cette crise environnementale qui suppose des transformations ? Quels sont les besoins de vos clients et comment vous les accompagnez au plus près d'eux ? Parce que le Crédit Agricole, c'est un connecteur, c'est une banque de connexion. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors le premier point, c'est qu'effectivement, si vous prenez les 4 sujets dont vous avez parlé, la décarbonation, la pollution notamment avec tout ce qui est
particules fines, qui est quand même un vrai fléau de santé publique, si vous parlez de recyclage des déchets et de gestion de la biodiversité, c'est 4 sujets qui paraissent très théoriques et on ne voit pas trop ce qu'une banque peut faire là-dedans. Ensuite, on peut le décliner. Alors la décarbonation, c'est comment on va aider les millions de Français qui ont des passoires énergétiques à gérer à financer leurs travaux pour pouvoir isoler mieux, gérer mieux leur chauffage, leur électricité. Deuxième sujet, les véhicules. Comment on fait pour financer de manière à la fois moins coûteuse sur le budget mensuel des ménages, des véhicules électriques ou hybrides, alors qu'on sait qu'ils sont parfois un peu plus chers. C'est un sujet très concret. Troisième sujet, comment on assure la transition énergétique des entreprises qui ont toutes, en général, des projets de décarbonation ou de production plus green. C'est un troisième sujet extrêmement important. Et à l'intérieur, on peut y glisser, bien sûr, le financement de l'agriculture, tout ce qui est logique de méthanisation, tout ce qui est quand même des sujets qui amènent beaucoup. Et puis ensuite, vous avez des sujets un cran plus loin, c'est les sujets de recyclage et d'économie circulaire. Comment on peut aider nos partenaires à financer de l'économie circulaire et comment, et vous le verrez tout à l'heure avec Hervé et ce que fait Crédit Agricole Leasing & Factoring, comment on peut même être un acteur du recyclage, de la seconde vie du matériel. Moi, je n'ai pas un partenaire. On travaille avec les plus grands partenaires français, Fnac, Darty, Ikea, Decathlon. Aucun n'a une absence de projet green. Ils ont tous des idées de recyclage, des idées de seconde vie. Ils se créent partout, ne serait-ce que pour les particuliers, des choses comme Vinted, qui permettent très beau modèle de remploi. Enfin, partout, on a des exemples. Donc effectivement, ça va peut-être pas assez vite, c'est peut-être pas, mais on a des exemples très positifs partout. Et bien évidemment que le rôle de la banque, qui est une banque concrète, une banque qui est présente auprès de ses clients, elle a un rôle à jouer, et c'est ce rôle que nous voulons jouer. Je vous cite un seul chiffre, 70% des projets financés par notre banque d'affaires, la banque d'affaires du Crédit Agricole, qui a quand même annoncé juste cette partie du Crédit Agricole, 2 milliards de résultats c'est pour 2024. 70%, c'est des projets liés au verdissement ou au recyclage ou à la décarbonation pour les grandes entreprises en France et en Europe. Donc c'est colossal. Alors ça ne va pas assez vite. On peut parler de l'inconsistance parfois des politiques publiques. La réalité, c'est que les agents économiques sont extrêmement investis. Et la réalité que je vois moi tous les jours, c'est qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'a pas ce sujet en tête. C'est plutôt, je pense que vous avez une clé de lecture de la société par la diversité de vos clients et les gens que vous touchez. C'est plutôt une lecture intéressante. Si je devais résumer, c'est que le temps du diagnostic, finalement, et de la prise de conscience est derrière nous. Le sujet, c'est le passage à l'action et donc justement les partenariats à nouer avec sa banque de confiance pour financer les projets de... Pour que ça avance, il faut une volonté, des projets technologiques qui permettent de recycler des pneus, qui permettent d'avoir des batteries de véhicules électriques qui font 700 km d'autonomie, 800 km. Donc il faut une technologie et puis il faut des financements. Financement en amont et financement pour les gens qui vont devoir investir, que ce soit des particuliers chez eux ou pour leurs véhicules, ou que ce soit des entreprises qui veulent changer leur mode de production pour passer à une autre étape. Et je pense qu'aujourd'hui, le mouvement est lancé. Alors il est un peu... chaotique et non linéaire, comme tous les grands mouvements, mais reprenez la situation post-Covid, début 2022, et regardons la situation aujourd'hui, même si 2024 n'a pas été une superbe année en termes de transition, depuis 3 ans, ça a énormément progressé. Et le mouvement, je pense, est lancé. Alors, effectivement, je vous avais entendu déjà dire ça. Je trouvais intéressant cette vision de dire, finalement, les révolutions, elles sont un peu cycliques. Il y a des moments où on est en haut de la courbe et des moments où on est en bas, comme sur le vélo. Et vous, ce que vous voyez, c'est que ça avance quand même. Il se passe des choses. Donc, vous nuancez peut-être un petit peu, pas le pessimisme de Jean-Marc, mais un petit peu notre... C'est peut-être parce qu'on est trop dans les projets. Mais vous dites globalement, de la vision que vous avez de la société, ça avance, il se passe des choses, les acteurs économiques sont capables d'avancer. J'avais une question... Vous êtes un acteur financeur, mais je crois que vous illustrez très bien que la banque, ce n'est pas qu'un financeur, en fait, c'est un partenaire d'activité de déploiement. Le rapport Pisani-Ferry, il y a 1 an et demi, je crois, avait expliqué qu'en termes de décarbonation et de révolution des ressources, on était en train de rentrer dans la décennie de l'effort. C'est-à-dire qu'il mettait en exergue le fait que c'était un peu schumpeterien, c'est-à-dire qu'on était obligé d'abandonner des modèles carbonés, des modèles de ressources pétrosourcées, et qu'il fallait...
on gagnait moins d'argent que celui-là, il fallait financer le prochain, donc on était en bas de l'effet ciseau. Vous partagez cette analyse de on est dans la décennie de l'effort. Est-ce que vous avez des hésitations? Est-ce que vous trouvez que les projets à financer ont des modèles économiques lisibles? On en avait un petit peu parlé. L'énergie, c'est assez lisible. L'État avait proposé des tarifs de rachat. Les autres transitions, c'est plus complexe. C'est quoi votre analyse? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, le facteur de fond, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation est très forte en matière de décarbonation, notamment. Que ce soit avec la loi, la réglementation café, qu'on appelle café, sur les constructeurs, qui sont obligés d'avoir une part de l'électrique. Donc l'offre sera de plus en plus électrique et hybride, parce que les constructeurs, sinon, doivent payer des amendes. Carottes et bâtons. Voilà. Donc c'est lancé. Ensuite, vous avez, au niveau des administrations, une part importante de véhicules qui doit être green, donc soit hybride, soit électrique. Vous allez avoir dans les entreprises, la loi n'est pas encore passée, mais on la sent quand même bien avancée, une part de plus importante de véhicules électriques ou hybrides dans les parcs des entreprises. Et partout où vous tournez la tête, même si il peut y avoir des effets de manche politiques, les zones à faible émission se mettent en place. Alors, elles ne sont pas strictes, et il ne faut pas qu'elles le soient, hein, mais pour l'instant, il faut que ça aille progressivement. Des révolutions pragmatiques. Le mouvement, il est en marche, et je ne vois pas comment, à horizon 10 ans ou 12 ans, on ne peut pas avoir le truc. On a vécu la même chose. Enfin, vous êtes beaucoup plus jeune, mais autour de cette table, on a vécu, nous, la révolution Internet. Ça a mis 10 ans. Bon, voilà, ça a mis 10 ans pour que les gens, dans leur foyer, utilisent Internet jour après jour et laissent tomber leur bon vieux Minitel. Bon, voilà, 10 ans. Il faut 10 ans. Je vois Jean-Marc trépigner. Il n'y a pas de contradiction apparente entre non, ce que dit je suis d'accord. Stéphane et ce que je suis d'accord. Stéphane dit « je vois de plus en plus de projets ». Oui. Et donc je suis content parce que le Crédit Agricole arrive à se convaincre qu'une grande partie de ces projets méritent de financement de la banque, et c'est très bien. Et moi ce que je dis, c'est qu'il y a plus de projets qu'il y a quelques années, mais moins que ce qu'on aurait pu imaginer il y a 1 an ou 2. J'en veux pour preuve qu'il y a 2 grandes activités pour lesquelles des grands projets avaient été soutenus par l'État et devaient être lancés avec des centaines de millions d'euros d'investissement d'argent public qui avait été alloué, et des créations d'emplois massives, et tous ces projets ont été arrêtés. C'est tout ce qui touche autour du recyclage chimique des plastiques. Je ne rentre pas dans le détail, il y avait 3 grands projets en France, ils ont été stoppés, et il y en avait 2 sur le recyclage des batteries. Donc ça continue à progresser, mais moins vite que ce qu'on avait imaginé il y a 2 ans, compte tenu des cycles économiques, et quand même du fait que certains modèles économiques n'étant pas complètement aboutis, les investisseurs diffèrent leur volonté d'investissement. Oui, et Monsieur Priamy, vous m'aviez... en réponse, et je crois que c'est un peu comme les visions fractales, vous voyez chacun une face du diamant, et les 2 réponses sont justes. Ce que pointe Jean-Marc, en fait, c'est que pour que ça s'impulse, il faut des gens qui connectent. Et c'est souvent le rôle de la banque, de connecter effectivement le besoin économique de celui qui construit l'infrastructure, de l'utilisateur final, et c'est ce que vous faites beaucoup. Oui, il faut la volonté, il faut aussi les technologies. Par exemple, on a beaucoup pensé à un moment aux technologies de l'hydrogène. C'est pas encore tout à fait au point. C'est un sacré chemin. Voilà, mais quand elles le seront, ça sera une vraie révolution. Il y a pas mal de sujets technologiques qui ne sont pas complètement réglés, pas complètement opérationnels ou pas complètement à l'échelle, ce qui fait que les prix de revient sont encore trop élevés pour avoir une viabilité économique. Donc il faut une volonté, il faut des solutions technologiques, et effectivement, il faut des financements avec des retours sur investissement corrects. Mais ça arrive quand même très très souvent, et après oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et sur l'inconsistance des politiques publiques, je pense que notamment la politique fiscale, elle bouge trop. C'est-à-dire que quand on voit les aides, par exemple, sur les véhicules électriques, ça bouge sans arrêt. C'était le yo-yo. Et de manière excessive. C'est-à-dire qu'un jour, on vous donne un quart du financement du véhicule en prime, et l'année d'après, plus rien. Donc, si vous voulez, on ferait mieux de donner beaucoup moins, mais que ça soit constant. Donc, il y a une espèce de mouvement brownien qui est un peu compliqué à gérer. Mais une partie très importante de l'économie aujourd'hui est en mouvement sur ces sujets-là, mais c'est long, et entre ce qu'on avait pensé et la réalité au jour le jour, on prend un peu de retard, mais le mouvement, il est quand même vraiment irréversible. Je pourrais vous poser des questions toute l'après-midi à tous. Dernière question, le social, vous me le rappeliez quand on échangeait, dans la transition environnementale, ça cache toujours un défi social. Comment le Crédit Agricole, qui a
pense, dans son ADN, un petit peu ce thème-là à cœur et qu'il exerce. Comment ça se traduit concrètement? Nous, on a une philosophie, c'est d'être utile à nos clients et à la société. Et à partir de là, on l'a décliné avec 3 approches. Une première qui est d'aider les clients, donc ça implique un service à la clientèle, du digital, enfin bon, tout ce qu'on essaye de faire et que nos concurrents, bien sûr, essayent de faire tout aussi bien. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect de la société, c'est le sujet dont on parle là et qui est un sujet non pas d'aider la société, d'aider au verdissement de l'économie par mesure, je dirais, caritative. On ne le fait pas parce que c'est uniquement bon pour la société, mais parce qu'il y a un vrai Parce que ça va marcher. business, ça marche, et une rentabilité importante, et le futur de notre banque dépendra de ça. On en est vraiment marqué. Et puis il y a un troisième aspect qui est, on a un projet qu'on appelle le projet humain, où on fait vraiment beaucoup de choses pour faire avancer le social. Souvent, les gens, d'ailleurs, c'est très lié. Hein. C'est-à-dire que si vous traitez bien vos clients, si vous traitez correctement la société, que vous financez des projets ou que vous aidez des projets, vos collaborateurs ont envie de travailler. On a, surtout chez les plus jeunes, beaucoup une quête de sens aujourd'hui, hein, pour les jeunes qui veulent travailler. Et donc, on peut créer comme ça un espèce de mécanisme vertueux, clients, société, salariés, qui amène l'entreprise à être en bonne forme. Donc, finalement, c'est comme le tabouret, pour que ça tienne, économie, écologie, sociale. C'est la clé. Merci à tous les deux, parce que vous avez accepté de prendre de la hauteur et vous avez fait quelque chose, je trouve, de courageux. C'est de dire que, voilà, vous avez fait le choix de composer, d'aligner. J'ai bien aimé le Minitel, mais je me rappelle le petit bruit de la connexion. C'était long. Ils l'ont fait, ils l'ont regardé. Einstein disait « Le fou, c'est celui qui croit que les mêmes causes vont produire des effets différents. » Donc effectivement, le modèle linéaire, si on veut construire de la prospérité ou de la croissance, je ne vais pas me lancer dans le débat, gros sujet série 7, est-ce qu'on a le droit de parler de croissance verte? Alors je vais prendre de développement durable, un développement qui est inclusif. Je crois que c'est important. Merci pour cette vision. Fabien, avant de passer à toi, parce que j'étais un peu sombre tout à l'heure, c'était pour être sûr que vous me suiviez. En vrai, c'est très sombre. Mais les solutions sont là. Et donc, comme disait Churchill, quand vous êtes au milieu du tunnel, continuez d'avancer. Est-ce que vous savez, parce qu'on parlait de rareté des ressources, est-ce que vous savez quelle est la drogue dans le monde la plus consommée? Les ressources fossiles. Le café, Fabien. Le café. Regardez les cours du café, ils sont en train de s'affoler depuis un mois. Pour vous dire à quel point les ressources sont rares. Pourquoi? Parce que comme on n'a développé que des espèces de café, on ne va pas vous bassiner aujourd'hui sur la perte de biodiversité, mais on n'a développé que 2. Ces 2-là résistent très mal à la chaleur, parce que le café, en fait, plutôt tempéré. 40% de la production de café aujourd'hui est mise en difficulté à cause du réchauffement. Donc, pas de stock, pas de café, appréciation des cours. Tout ça pour vous dire, repensez-y à la pause. Oui, toutes les ressources sont rares, pas que les terres rares. On va quitter le monde de la vision, passer à l'exécution. Thomas Edison disait « La vision sans l'exécution, c'est une hallucination ». Donc on va vous prouver qu'on peut faire rimer économie et écologie en exécutant. Fabien, tu es leader de solutions pneumatiques. Je n'ose présenter Michelin. Quand on est directeur des solutions matériaux pour la circularité, c'est quoi les ambitions d'un Michelin qui était quand même à la base, je ne serai pas taquine, très prisonnier des solutions pétro-sourcées. C'est beaucoup de caoutchouc et de noir. Alors on fait quoi? Alors à la base, mais on va y revenir, en fait on l'est encore un peu. Ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport à ce qu'on a évoqué depuis le début, évidemment ce dont on va parler là maintenant, l'économie circulaire, c'est éviter, réduire, réutiliser. Et ce qu'on oublie assez souvent, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 60% des émissions CO2 sur Terre sont dues à l'extraction et la transformation des matériaux. Donc quand on part de ce constat-là, on se dit il va falloir... C'est pas que l'énergie? Non. Mais alors, des matériaux qui sont utilisés pour l'énergie ou après pour fabriquer des matériaux. Et évidemment, tout à fait. Il n'y a pas que l'énergie qui est carbonée, il y a aussi la consommation de ressources. Donc comme le disait Jean-Marc, ce qui est important, c'est que défossiliser et décarboner, ce n'est pas à faire séparément. C'est vraiment un duo clé qu'il faut adresser ensemble. Et donc c'est pour ça qu'une des ambitions qu'on a chez Michelin, c'est à la fois de défossiliser
Et c'est pour ça qu'on s'est donné un objectif de 40% de matériaux renouvelables et recyclés en 2030. Aujourd'hui, on est à 30%. D'accord ? Et je reviendrai sur les 10% qui manquent. On pourrait dire 10%, c'est pas beaucoup, mais vous verrez, c'est un défi gigantesque. Et on veut faire ça tout en décarbonant les matériaux qu'on va choisir. C'est-à-dire qu'on veut faire moins 30% sur les émissions de CO2. C'est du vrai challenge, ça. Je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais c'est la double peine. C'est du vrai challenge parce que nous, on consomme à peu près 3 millions de tonnes de matériaux. Donc, quand on parle de 10%, c'est 300 000 tonnes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 10% dont on parle, ils ne sont pas accessibles industriellement aujourd'hui. Donc, on a parlé de développement de technologie, on a parlé de développement environnemental. Donc, on est obligé de s'engager pour pouvoir accompagner ces filières de manière à ce qu'elles émergent pour qu'au fur et à mesure, on puisse sécuriser les volumes. Donc, on parlait de mouvement, et vous l'avez évoqué tous les deux, cette temporalité où des fois on voit que ça recule, des fois on voit que ça avance. On est dans une course d'escargot. C'est vraiment ça, parce que le développement technologique de matériaux renouvelables et recyclés, ça ne prend pas 6 mois. Ça prend 15 à 20 ans. Nous, on a déjà commencé il y a 10-15 ans à travailler sur ces filières-là. Donc, si vous ne faites pas le bon pari et que vous arrivez le jour près de l'industrialisation de votre usine et qu'en fait, vous vous rendez compte que l'usine que vous avez construite ne permet pas de décarboner suffisamment, ben là, les 15 ans que vous avez investis, vous pouvez les mettre à la poubelle. Donc, cette course d'escargot, c'est une course d'escargot sur un jeu d'échecs. Donc, c'est vraiment ce jeu qu'il faut avoir avec une temporalité où il faut initier la démarche. Donc c'est un défi qui est monstrueux. On le voit parce que c'est une substitution de matière. Donc, il y a des enjeux chimiques, technologiques, industriels, de main-d'œuvre, d'accompagnement, du marketing qui doit suivre et du modèle économique. Ça coûte combien ? On ne veut pas que tu nous révèles de secrets d'affaires, mais est-ce que tu peux nous expliquer, à l'échelle d'une industrie comme la tienne, qu'est-ce que ça représente ? En fait, c'est plus qu'une transition, c'est une révolution en termes de justement changement d'investissement, les OPEX, les CAPEX. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Pour que les gens touchent du doigt le fait que c'est possible, mais que c'est un grand défi. On parlait d'économie circulaire, tu le disais, c'est une économie. C'est très compliqué en fait de calculer le coût de ce qu'on a face à nous. Pourquoi ? Je reviens sur, on a finalement toutes les chaînes de valeur de matières renouvelables et recyclées qui nous arrivent sont émergentes. C'est compliqué de calculer le coût d'investissement, le coût de la matière qui va sortir. Donc ça reste très compliqué pour le chiffrer. Néanmoins, il y a 3 ordres de grandeur que je veux vous donner. D'abord, en fait, pendant 100 ans, on n'a pas payé le coût du carbone. Il était gratuit. On ne paye pas toujours vraiment. Ben non, il est gratuit. Extraire du pétrole, c'est gratuit. Ça reste gratuit. Et là, vu qu'on veut défossiliser et décarboner, ben, on est en train de se rendre compte qu'il va falloir payer le coût du carbone. Et ce coût du carbone, en fonction des technologies qu'on va mettre en place, ben, les premiers ordres de grandeur qu'on a là sur l'ordre que je vous donne, il est sur jusqu'en 2030, ben, il peut augmenter de 10 à 20% par rapport au carbone fossile, jusqu'à des 3 à 4 fois plus cher que le carbone fossile. Dans une économie où, vous l'avez souligné tous les deux, on ne veut pas payer. On ne veut pas payer pour ça. Donc, vous vous rendez compte le défi qu'on a face à nous. Et ça, c'est aussi avec des technologies émergentes dans lesquelles il va falloir investir. Alors, Jean-Marc a donné l'exemple du recyclage de pneus, dans lequel je reviendrai sur cette histoire qu'on est en train de vivre ensemble, qui est une histoire absolument fabuleuse. Je vais vous en donner un autre. C'est dans vos pneus. J'espère que vous achèterez du Michelin. Mais en tout cas, dans les pneus Michelin... Il y a d'autres marques ? Non. Il y a des élastomères synthétiques. C'est des spaghettis. Vous imaginez des pâtes. Et quand vous voulez fabriquer ces élastomères synthétiques, ben vous êtes obligé de prendre 2 briques de Lego. Donc oui, on fait des briques de Lego pour faire des pâtes. D'accord ? Donc c'est exactement ça. Et ces 2 briques, on parle de butadiène et de styrène. Quand on veut investir sur une technologie à l'échelle industrielle pour fabriquer ce butadiène, il nous faut 5 à 7 milliards d'investissements pour juste produire cette brique. Et ça représente 14% de nos matières premières qu'on a dans le pneu. 5 à 7 milliards. Donc vous faites le calcul, vous pouvez faire une règle de 3, c'est des milliards d'euros. Des milliards d'euros sur des usines pour lesquelles, derrière, vous allez
produire des matériaux qui coûtent 3 à 4 fois plus cher. Donc là, le défi économique, il est gigantesque. Il n'est pas impossible, mais il est gigantesque. Donc c'est vraiment un défi qu'on doit faire collectivement. Et les banques, elles suivent? Parce que Monsieur Priamy, à côté de toi. Alors je reviendrai un peu sur les... C'est compliqué, ces discussions. Comment est-ce que ça se noue, une discussion économique comme ça sur le financement en CAPEX d'une telle révolution? En fait, ça se noue pas. Avant, on avait l'habitude de faire des discussions industrielles financeurs, donc avec des banques. Ouais. Maintenant, en fait, la relation qui lie les acteurs d'une chaîne de valeur qu'on veut faire émerger a changé, puisqu'on est obligé d'avoir un opérateur. On va chercher un financeur. Alors, ça peut être des banques, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être d'autres partenaires. Je pense aux acteurs de la pétrochimie, qui ont énormément d'investissements, qui ont énormément d'actifs, mais qui pour l'instant ne veulent pas tellement s'engager dans la transition. Il y a beaucoup de communications qui sont faites, mais assez peu de mouvements. Je reviens à ce que disait Jean-Marc, c'est des acteurs qui, pour l'instant, ne s'engagent pas véritablement dans cette transition, en tout cas vu de ma fenêtre, mais je pense qu'ils sont en position de le faire. Je pense que ça va changer. Et puis derrière, il y a les clients. Il y a les clients industriels. C'est plus les acteurs du pneumatique, mais c'est aussi des acteurs qui ont des intérêts dans différentes chaînes de valeur. C'est-à-dire que moi, je suis connecté maintenant avec tout un tas d'acteurs industriels qui ne sont pas que des acteurs du pneumatique. Ça peut aller d'un Lego, un L'Oréal, un Danone, un Saint-Gobain. Donc, c'est tout un écosystème qui va venir finalement se retrouver autour d'une chaîne de valeur pour dérisquer la première usine. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est la première usine de la première technologie pour qu'ensuite, finalement, cette initiation, on puisse la démarrer. On parlait d'intelligence collective en ouverture rencontre des Sablons, mais je crois que vous le portez tous. C'est que ce défi de la transition environnementale et économique, c'est un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut les révolutions technologiques, il faut le marketing qui suit, parce que quand on propose à des gens des produits recyclés, moi j'ai souvenir d'avoir fait les premières bouteilles de lait grises en plastique recyclé pour une enseigne dont je me rappelle. Quand on a été les premiers à mettre des bouteilles de lait grises dans l'univers blanc du lait, on a un peu ramé en termes de marketing. Donc c'est des révolutions complexes à différents étages, où pour dérisquer, il faut le faire à plusieurs, parce qu'il y a souvent beaucoup d'enjeux qui sont pré-compétitifs. Alors oui, c'est vrai que c'est un défi collectif et le changement d'état d'esprit, le changement de mindset, l'accompagnement du changement est extrêmement important. Mais je voudrais souligner aussi 2-3 autres défis qui sont pour moi essentiels et qu'il faut souligner. J'ai parlé déjà du défi technologique et environnemental. Je pense que vous avez compris que le pari dans lequel on s'engage, il ne faut pas se tromper. Il faut être sûr que finalement, les filières qu'on va faire émerger minimisent réellement notre impact sur l'environnement, c'est-à-dire défossilisent, décarbonent. Mais il y a un enjeu sociétal important, en particulier sur la partie réglementaire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un risque de dérapage sur les réglementations qui est extrêmement important. C'est-à-dire que le réglementaire va vouloir donner un cadre très très vite, puis finalement tomber complètement à côté de la cible. Donc ce qui est extrêmement important dans la partie réglementation, c'est qu'on ait des approches qui soient sectorielles. Le secteur de la batterie, ce n'est pas le même cas que le secteur de l'automobile et que le secteur du pneu. Donc il faut absolument, si on veut préserver notre impact sur l'environnement, avoir une approche sectorielle. Il ne s'agit pas, pour nos collègues réglementaires, de définir le chemin. Il faut qu'ils définissent des cibles. En fait, ce qu'on a devant nous, c'est un chemin de résilience. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de développer, ce n'est pas une solution. C'est plein d'options. On est en train de développer une vingtaine d'assurances vie pour être sûr que... Ce qui me semble être une bonne manière de dérisquer le chemin. Mais quand on est dans une logique linéaire, comme on a pas pu les habitudes héritées l'être, des 30 Glorieuses, c'était plus simple. Quand on discutait, et quand je discute avec mon top management et que je leur dis, en fait, c'est pas une solution à 10 millions qu'il faut mettre sur la table, mais c'est 20 solutions à 30 millions, le discours est plus tendu, évidemment. Fabien, je sors pas du cadre, mais du coup, j'interroge peut-être Jean-Marc et M. Priamy. Ce que tu es en train de dire, c'est attention, trop de réglementation ou de loi, il vaut mieux parfois l'autorégulation sectorielle. Ça vous parle? Pourquoi pas, non? Oui, je pense que quand les agents économiques sont matures sur un sujet, il faut les laisser faire. Il faut
bloquer certains trucs excessifs, mais il faut laisser ouvert au maximum, parce que c'est eux qui savent. personne ne connaît Ouais. les solutions les plus optimum dans 10 ans. Donc il faut laisser avancer les choses. Et moi, je suis plutôt pour, mais Tu es d'accord au sein de l'INEC? Je suis d'accord. Tu peux apporter une nuance. Hein. Oui. Je constate simplement que l'Europe a fait des choix différents. Il y a beaucoup de réglementations environnementales qui ont été votées au cours des Ouais. 30 ou 40 Ça lui a pas réussi. Non, on a plutôt empilé des choses qui n'avaient pas été suivies des faits. Une des dernières lois qui a été votée en France en 2017, ça s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, qui avait notamment des objectifs très clairs en matière de réemploi des emballages. Donc évidemment, le déchet le plus facile à traiter, c'est Celui qui n'existe pas. c'est celui qui ne tombe jamais dans c'est l'emballage qui ne tombe jamais dans le statut infamant de déchet. Et donc on essaie de faire en sorte de le réemployer, de le laver, etc., etc. Et en fait, on a donné des objectifs et on les tient pas et tout le monde s'en fiche. Et donc voilà l'exemple d'une loi qui partait peut-être d'un bon sentiment, mais dont les objectifs ont été mal calibrés. Et on voit bien que l'ensemble des acteurs économiques n'y arrivent pas. Donc on a deux grands blocs économiques. Les États-Unis régulent par le marché. Mhm. C'est-à-dire que si vos produits environmental friendly sont moins chers, ils vont être acceptés par le consommateur et vous allez pouvoir les vendre. Mais en tout cas, on ne va pas mettre des contraintes environnementales, où quelques États le font, mais le régulateur fédéral, lui, ne prend pas de décision environnementale contraignante. Et c'est le marché qui va décider. Du bottom-up business. Voilà. Et d'ailleurs, avec la nouvelle administration Donald Trump, on est à peu près sûr que les sujets environnementaux seront encore moins sur les feux de la rampe. L'Europe a pris des réglementations contraignantes. Donc il faut effectivement veiller à ce que les objectifs soient ciblés par filière industrielle, comme Fabien l'évoque, de telle façon que ça ne soit pas au détriment de la compétitivité européenne. Et qu'elle soit équitable pour tout le monde, y compris ceux qui importent des pneus en Europe. Je vous propose qu'on y revienne, parce que je voudrais vraiment qu'on écoute Hervé, mais je vous propose qu'on revienne, parce que vous êtes en train de décrire un monde de développement durable qui se construit, qui peut se construire dans l'autorégulation, dans les écosystèmes. Dernière question, c'était quoi le facteur clé de succès chez Michelin? Parce que la révolution que tu es en train d'entreprendre, elle aurait pu avoir un côté paralysant, parce que vous passez d'un monde d'avant à un monde d'après, et la ligne de crête est très étroite. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu, qu'on n'a pas mis la tête dans le seau, dans le sable, chez Michelin? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'avez pas eu peur, vous vous êtes projeté dans cette révolution. Ah oui, en fait, nous, dès qu'il y a un défi, dès qu'il y a un challenge, c'est quelque chose qui nous plaît. Pourquoi? Parce qu'on sent que, comme on veut se différencier, et pendant des décennies, on a toujours cherché des leviers de différenciation technologiques, on sent que derrière différenciation, il y a opportunité, et quelque part, il y a leadership. Donc c'est toujours quelque chose qu'on va aller chercher. Je suis très heureuse que tu répondes ça, j'en rêvais. Et donc du coup, là, ça change un peu nos modèles, parce qu'on était sur de la différenciation technique avec la protection de propriété intellectuelle, donc pour passer devant. Puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a des chemins qui vont être très durs à passer pour un certain nombre de nos concurrents. Et donc du coup, on se dit... c'est un vrai avantage compétitif on aujourd'hui de va prendre ce virage. transformer cette différenciation qu'on est en train de prendre sur la partie circularité comme un avantage compétitif, pas aujourd'hui, ni demain, mais dans 10 ans, dans 20 ans. Donc en fait, toute la démarche qu'on initie chez nous, et en fait, nous, on vient de créer chez Michelin cette nouvelle direction opérationnelle pour orchestrer cette circularité en interne et en externe, pour justement préparer ce futur qui va arriver dans 10 ou 20 ans, parce que ça a une temporalité importante. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est étonnant, pour aller dans ton sens, on fait beaucoup, nous, en ce moment, de missions sur les achats. Et qu'est-ce que c'est que de l'adaptative purchasing, avec ses contraintes environnementales et sociales. Et on a intégré dans le total cost of acquisition ce coût de l'inaction et de laisser les autres prendre les parts de marché. Merci Fabien. Hervé, last but not least. Hervé, je rappelle, tu es directeur général de Calef. C'est très joli, parce qu'en plus, il y a le petit... Esperluette? Non, je ne sais plus. C'est quoi? Esperluette, c'est ça. Oula, ça m'est revenu. Leasing, factoring. Est-ce que tu peux, de la même manière, et on remercie Fabien aussi de te prêter à l'exercice de la vision à l'exécution, tes clients qui ont pour habitude de faire appel à toi pour du leasing, pour du factoring, c'est quoi leur demande aujourd'hui? Comment ils sont percutés, interpellés
par cette révolution de la ressource, cette révolution du carbone, ce monde qui devient un peu plus incertain, parce que c'est moins simple le circulaire que le linéaire. Comment tu les ressens aujourd'hui ? Peut-être, merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais peut-être revenir sur un point qui a été évoqué il y a quelques instants, qui me paraît très important. C'est qu'en fait, on est en train de parler d'une transition. Et une transition, en fait, c'est quoi? C'est le passage d'un point A à un point B. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, quand on entend, par exemple, dire Total, demain, il faut arrêter de les financer, je pense que si demain on arrête de financer Total, ça sera le chaos total. C'est pas J'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit que c'est ce que tu avais dit. On le répétera pas. Mais c'est vraiment des choses qu'on peut entendre. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que disait tout à l'heure Stéphane, c'est qu'effectivement, ça prend du temps. Alors, quand on dit que ça prend du temps, après, qu'est-ce qu'on se dit qu'il faut faire? Moi, je vais vous donner vraiment le point d'observation et le point de vue d'une entreprise qui, effectivement, accompagne ses clients, entreprises et professionnels dans cette transition et ce passage d'un point A à un point B. Alors, ce qu'on a observé, nous, dans un premier temps, c'est, ça fait faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est voilà, plutôt des grands projets autour de la transition énergétique. On fait de l'éolien, on fait du photovoltaïque. Quand vous vous baladez en France et que vous voyez des éoliennes qui tournent, vous avez une chance sur 3 qu'elle a été financée par le Crédit Agricole. Et ça, en fait, ça à un certain moment, ça atteint ses limites. Ça atteint ses limites, pourquoi? Parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on se heurte à des logiques de financement, on se heurte à des logiques d'acceptabilité, on se heurte à des logiques de transition, etc., etc. Et donc derrière, ce que l'on voit aussi, c'est une transformation en fait des besoins de nos clients qui viennent nous voir par rapport à ta question, Géraldine, en nous disant, avant, moi je venais voir mon banquier parce que je vais changer ma chaîne de production et ce que je veux, c'est avoir le meilleur financement au meilleur prix. Maintenant, ce que les clients ils ont envie de faire, et ça se fait de plus en plus, mais c'est encore, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, un chemin progressif, s'ils viennent nous voir et ils nous disent non, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir une approche beaucoup plus globale. Et c'est quoi? C'est le financement. Alors, c'est mon métier de tous les jours avec mes équipiers. C'est le leasing, c'est le financement locatif. Et donc, c'est d'offrir finalement à un client, non pas simplement le financement, mais toute une approche de location avec des services, etc., etc. Et pourquoi finalement, nous, en tant que financiers, nous, Crédit Agricole, qui depuis 150 ans, 140 cette année, pardon, accompagnons l'économie française, pourquoi on est des acteurs importants et on a vraiment un rôle à jouer? C'est parce que quand on parle d'économie circulaire et quand on parle de circularité et de réemploi, quel est l'élément avec lequel, depuis le début du monde, on fait du réemploi et de la circularité? C'est bien l'argent. Si on était dans un monde où à chaque fois on remet la planche à billets en marche, on aurait sans doute quelques sujets économiques. Et donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tout simplement, cette technique qui consiste à dire que j'alloue les moyens financiers en fonction des besoins de différents acteurs et en faisant en sorte, j'ai bien aimé le jeu d'équipe tout à l'heure que tu évoquais Fabien, en faisant en sorte que chacun se passe la balle, ce n'est quelque part que la traduction concrète et réaliste d'un modèle économique qui existe depuis le début du monde de la planche à billets. Alors on a un peu tendance à l'oublier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise plus le billet en fait. On est sur des paiements digitalisés, sur des paiements qui sont faits par smartphone, etc., etc. Et qui d'ailleurs au passage, mais on y reviendra peut-être, ne font que contribuer à faire de l'utilisation de carbone et des choses qui ne sont pas forcément très écologiques, mais on va peut-être y revenir juste après. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut remettre l'argent et le financement à sa juste place, qui est ce qui va nous permettre de faire notamment émerger cette nouvelle économie, et qu'en fait, elle est clé, et c'est ce que te demandent tes clients, toi qui es leur financeur. Tu n'es pas simplement leur financeur, tu es leur accompagnant au sens le plus noble du terme pour leur permettre de passer à l'action. Exactement. Historiquement, je pense que nous étions, chacun d'entre nous, financiers, et peut-être plus particulièrement certains que d'autres, mais nous étions là pour financer. Et aujourd'hui, ce que l'on doit faire, c'est aller au-delà de ça. C'est ne pas être que le financeur, mais être l'assembleur d'un certain nombre d'éléments qui vont être des services, qui vont tourner autour de tout ce qui va toucher au prolongement de la durée de vie des biens. Le prolongement de la durée de vie des biens, c'est quoi? C'est avoir des biens en bon état, avec donc de l'entretien, de la maintenance. C'est avoir des biens qui sont assurés. C'est offrir des services qui vont être aussi sur la récupération du bien, pour que finalement on ne se retrouve pas, ce qui ne pouvait pas arriver avec mon image du billet, parce que par définition le billet, je le remettais dans mon porte-monnaie parce qu'il avait de la valeur, mais qu'on ne se retrouve pas dans une logique où à un moment donné, un client, une entreprise,
sur un bien qu'elle a acheté, elle le jette ou elle le redonne à quelqu'un, mais dans un état qui n'est pas bon, etc. etc. Et ce que l'on doit faire, c'est justement faire en sorte que de cette logique d'économie linéaire, nous passions à une logique d'économie circulaire qui fait que le matériel utilisé par l'usage de ces utilisateurs et par le comportement de ceux qui l'ont financé soit toujours un matériel qui puisse être utilisable pratiquement comme du neuf. Oui, c'est la noblesse de l'économie circulaire et de l'économie de l'usage. Parce qu'en fait, on augmente la valeur du produit, parce que s'il faut lui donner plusieurs vies, on va choisir des matériaux plus durables, plus recyclables. Et l'économie de la fonctionnalité, si on le partage et qu'on l'utilise plusieurs fois, donc en fait, c'est bon pour la création de valeur économique et bon pour la création de valeur environnementale et pour celui qui va en payer une location moins élevée que de s'acheter le bien qu'il n'a pas forcément besoin de posséder. Exactement, je pense que je vais te proposer de venir faire un stage avec mes équipes commerciales pour vraiment vendre du leasing. Ce qui est fait n'est plus à faire. Parce que vraiment, c'est ça. Et comme tu l'as dit, ça crée de la valeur pour les clients, ça crée à la fin de la valeur pour l'économie. Mais aussi, ce que je voudrais dire, c'est que cette démarche-là, il faut vraiment qu'on l'ait dans une approche très, très globale. Parce que si on prend maintenant un pas de côté et qu'on sort de notre logique d'économie circulaire sur un bien que je réutilise, etc., mais qu'on regarde ça de manière un petit peu plus globale, qu'est-ce qu'on va se dire en fait? On va se dire que, ok, dans un premier temps, l'économie circulaire, c'est consommation responsable. Donc consommation responsable, c'est déjà commencer par renoncer à ce qui est inutile. Ensuite, c'est réduire sa consommation au juste nécessaire. Si je fais ça, j'ai sans doute vraisemblablement un jour un petit sujet de modèle économique et de développement, parce que là, ce que j'ai fait, ça a simplement amené à globalement une réduction de la consommation. Et donc, ce vers quoi il faut que nous allions, c'est vers la deuxième partie, qui est le reconditionnement, la réparation, le recyclage des matériaux. Les services associés. Les services associés, le financement de matériel d'occasion, le multi-usage, et c'est en fléchant des moyens et en orientant des créations d'emplois sur ces éléments-là de la chaîne de valeur qu'on a à la fin un modèle qui est économiquement vertueux. Et que vous accompagnez en tant que banque. Est-ce que tu veux bien, est-ce que c'est indiscret de te demander, parce que moi qui avais travaillé sur des boucles de réemploi et de reconditionnement de l'IT, on a eu l'occasion de se croiser dans d'autres cercles, est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu? Parce que pour une banque qui faisait du leasing, vous êtes carrément rentré dans le modèle économique et vous vous êtes mis avec une entreprise à faire ce reconditionnement, à vous occuper du recyclage, à vous occuper des services associés et à offrir, plutôt que la possession, l'usage. C'est une vraie révolution. Alors, c'est effectivement une superbe évolution et surtout, ça correspond à quelque chose qui peut entraîner une révolution, mais de manière beaucoup plus virale dans l'ensemble de l'économie. Ce modèle-là qu'on vient d'évoquer, on s'est très rapidement dit, on a surtout observé nos clients, encore une fois nos clients entreprises, qui finalement avaient deux types de besoins. Le premier, ça a été évoqué tout à l'heure précédemment, notamment par Stéphane, c'est tout ce qui va tourner autour de la mobilité. Donc avoir effectivement des véhicules que je réutilise, qui passent d'une entreprise à un particulier, etc. etc. Okay. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui aujourd'hui se développe assez fortement. Et juste pour donner un chiffre, Crédit Agricole, en 2024, c'est à peu près 25 milliards d'euros de financement octroyés à l'échelle européenne sur le financement automobile dans cette logique-là. Mais ensuite, on s'est dit, et surtout on a observé, et ça va rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Marc, la fameuse loi AGEC, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait aussi un gisement autour de tout ce qui est IT. Et tout ce qui est IT, pourquoi? Volet réglementaire, la loi AGEC, c'est aussi les collectivités publiques aujourd'hui, demain les entreprises, doivent avoir 20% de leur parc informatique qui est issu du matériel reconditionné, mais aussi l'IT, c'est 75% de consommation carbone supplémentaire pour un PC neuf versus un PC reconditionné. C'est aussi en modèle économique, un PC reconditionné, c'est 75% moins cher qu'un PC neuf. Et donc, il y a vraiment un besoin autour de ça. Et donc, ce que l'on a fait effectivement chez Crédit Agricole Leasing et Factoring, mais si on l'a fait, c'est dans le rôle que j'évoquais tout à l'heure, c'est inciter les acteurs économiques à aller dans cette logique-là, mais c'est aussi parce que les mutations sont en train de se faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté une structure qui s'appelle All-in, qui est d'ailleurs présente sur cette manifestation, et qui était une structure qui faisait du financement informatique, mais qui ne faisait pas que du financement. Et c'est ça la valeur ajoutée, qui avait aussi une usine de reconditionnement
une usine de reconditionnement qui est située dans le sud de la France et qui, depuis sa création, a reconditionné à peu près 4 millions de PC, dont 500 000 en 2024. Ce qui vous montre quelque part la montée en puissance de ce business et de ces demandes. Et en fait, en faisant ça, on s'aperçoit que l'on crée ce cercle qui est très vertueux, qui consiste à dire, je récupère des biens qui sinon auraient été jetés, etc. 2, je les recycle et je les reconditionne. Au passage, nous le faisons avec un statut d'entreprise adapté, ce qui est aussi très inclusif et sociétalement très responsable. Et puis ensuite, on donne une deuxième vie à ces matériaux informatiques et on peut le faire avec un spectre très large. Parce que pour le coup, le PC utilisé par une collectivité publique ou pour autre peut être demain donné à un étudiant ou à un jeune, ou peut aussi être donné à quelqu'un qui est peut-être un peu plus âgé et qui était dans une logique si ce n'est d'exclusion, voire de fracture numérique. Et tout ça, en fait, c'est la vertu de tout ce qu'on se dit depuis maintenant 1 heure, qui consiste à dire que c'est bien en créant ces boucles que d'une part on permet de répondre à un besoin, mais que l'on crée à la fin de la croissance. Et Parce la que valeur, notre combat, c'est celui-là, c'est de créer de la croissance. Et ça permet de créer de l'emploi local pour des Français pas forcément tout à fait bien formés, qu'on va pouvoir mettre à disposition de ces nouvelles boucles d'activité. À la demande du gouvernement, je pense que tu le sais Hervé, on avait remis un rapport sur une TVA à taux réduit sur ces activités de réparation, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais une grande partie de tout ce qu'évoque Hervé et qui est censé être réparable est en fait de facto non réparé en France. Il y a beaucoup d'acteurs de la réparation qui envoient ces produits en Roumanie, qui les font réparer en Roumanie et qui ensuite les réimportent dans notre pays. Donc on a remis un rapport à Christophe Béchu à l'époque pour le convaincre qu'il fallait baisser le taux de TVA pour créer des boucles économiques sur la réparation, en lui démontrant que certes le taux baissait, mais l'assiette économique allait beaucoup monter parce qu'on allait créer beaucoup d'entreprises dans ce domaine et qu'à la fin des fins, il n'y aurait pas de perte de TVA pour l'État. Bon, malheureusement, dans le débat public autour du budget, cette mesure n'a pas été retenue, mais on ne désespère pas quand même de la remettre à l'ordre du jour pour le projet de loi de finances. Et de la développer. Ouais, et pardon de rebondir sur ce que tu disais, mais c'est vraiment très très important, cette logique aussi de modèle économique territorial français, industrie française, etc. etc. Et quand même un deuxième point, dans ce beau cercle vertueux que je viens de vous dresser, quel est aujourd'hui notre principal sujet dans notre usine, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est de récupérer des PC. Et aujourd'hui, les PC, on les récupère en nombre beaucoup trop important, venant des États-Unis, avec donc un bilan carbone de transport qui est quand même pas très génial. Donc si vraiment tout le monde s'y met, il y a de l'évasion. Bon, on va en parler. Si vraiment tout le monde s'y met, c'est un modèle gagnant. On va en parler à la pause. Jeu d'équipe. Je vous propose, si vous voulez bien vous prêter au jeu, s'il y a des questions dans la salle, préparez-les. On vous apporte un micro. C'est un peu proustien comme questionnaire. Merci, parce que je crois que vous avez donné à voir une transition écologique et économique comme on n'a pas l'habitude. On n'était pas dans le déclin, on n'était pas dans l'éco-anxiété. Je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois un peu d'anxiété, mais vous étiez dans les solutions. Finalement, ça permet. Si, en un mot, ça peut être une couleur ou une note de musique, comment vous résumeriez la transition environnementale et économique? C'est quoi? Pour toi, Jean-Marc, c'est quoi aujourd'hui? Moi, si j'ai un mot, je voudrais dire citoyen. Je trouve que dans cette transition, j'ai la conviction que nous avons tous à notre niveau un pouvoir très important. Notre pouvoir, en fait, il est double. D'abord, le citoyen est électeur. Et donc, il y a des choix éclairés à faire. Ça fait plus d'un mot, hein, mais tu as le droit de continuer. Non, mais citoyen, que je décline de deux manières différentes. Citoyen électeur d'un côté, donc faites les bons choix et réfléchissez à la place de l'économie circulaire dans les programmes qui vous sont proposés. Et deuxièmement, citoyen consommateur. Donc, réfléchissez à vos modes de consommation. Et si chacun d'entre nous on fait un minimum d'efforts et un petit pas dans la bonne direction, alors l'économie pourra bouger de manière plus rapide. Monsieur Priamy, vous avez un mot? Oui, inexorable. C'est très volontaire. Il était plus bref que moi. Non, mais j'aime beaucoup. Merci de vous être prêté au jeu en respectant la consigne. Fabien? Optimisme. Il est toujours de volonté. Optimisme. Je pense qu'il faut... Et je vais mettre pionnier. Il en a mis un deuxième, je mets pionnier. Et les pionniers seront leaders, tu nous l'as démontré. Hervé? Et moi, réaliste. C'est possible. C'est les seules révolutions qui aboutissent. C'est possible. D'accord. Il faut le faire. Bon, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques, des polémiques? On prend aussi. Ils ont peur de rien. Je vois pas. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Ça marche. Bonsoir et merci pour cette table ronde que j'ai trouvée passionnante, puisque nous avons affaire à des personnes qui sont en première ligne sur le sujet. Ma question est la suivante. L'Europe est défiée à l'Est. Elle est défiée à l'Ouest maintenant également. Est-ce que l'écologie, telle que vous nous la présentez, c'est-à-dire réaliste, pourrait être un ciment pour faire une Europe plus forte? C'est une super Monsieur, question. vous avez évoqué déjà tout à l'heure un petit peu, mais je voudrais que vous développiez les difficultés que vous avez rencontrées en Europe. Merci. Jean-Marc. Votre question est particulièrement pertinente puisque l'Europe s'est créée autour du charbon et de l'acier. Eh oui. Donc nos prédécesseurs, nos grands-parents ont compris qu'il y avait des enjeux qui étaient des enjeux de ressources. Et c'est autour de ces enjeux de ressources qui se sont à l'origine coalisés autour de 6 pays et puis toute l'histoire que vous connaissez. Est-ce que l'Europe peut et doit prendre des mesures dans ce domaine? La réponse est oui, mais le 1er mai, c'est que quand il y a eu quelques années un European Green Deal qui a été voté, qui était censé abonder les entreprises de près de 500 milliards d'euros d'aide, la réalité, c'est qu'on n'en a pas vu la couleur. À la différence des grands plans américains où quand ils décident des choses, immédiatement on voit l'argent débouler dans les entreprises et toute la stratégie américaine est faite pour réintégrer de l'économie aux États-Unis. Donc première chose, l'Europe a quelques grands objectifs, mais malheureusement on ne voit pas vraiment l'argent se décliner concrètement au niveau du terrain pour aider les entreprises telles que ceux que vous avez écoutés à développer des solutions innovantes. Et vous avez compris, on va avoir besoin de beaucoup d'argent dans ce domaine. La deuxième chose, c'est que l'Europe cherche à se protéger avec une vision ressources très peu développée, mais avec une vision carbone qui s'affirme de plus en plus. Et donc il y a des réflexions à l'heure actuelle autour de l'introduction d'une taxe carbone aux frontières. Donc jusqu'à présent, la réglementation visait à taxer certains secteurs industriels en leur donnant des quotas carbone et en réduisant les quotas carbone de plus en plus. Et à partir de 2026 à 2030, on va intégrer des taxes carbone aux frontières, selon un mécanisme qui est encore assez peu clair, mais on va regarder quel est l'impact carbone des produits et services qui rentrent en Europe, et il y aura une taxe aux frontières, donc probablement aux alentours de 200 € la tonne de carbone émise. Et donc on va essayer de protéger les industries européennes en évitant que des produits à bas coût qui ne respectent pas les engagements que les entreprises européennes prennent. Donc il y aura une taxation spécifique pour surenchérir et tenir compte, comme Fabien l'a évoqué, tenir compte des externalités environnementales que les autres ne respectent pas. Donc l'Europe essaie de se protéger. Est-ce que ça va être suffisant dans le concert mondial? On verra bien, mais il y a quand même une vraie réflexion autour de la protection de nos intérêts dans ce domaine. Bien sûr. Je rajoute 2 nuances complémentaires à ce que vient de dire Jean-Marc. Je pense qu'on a quand même un terreau technologique en Europe qui est absolument fabuleux, dont on ne profite pas suffisamment, premièrement. Et deuxièmement, on a une culture de préservation de l'environnement, avec par exemple l'analyse de cycle de vie, qui est beaucoup pratiquée en Europe et un peu moins dans les autres pays du monde. Et ça, je pense que si on arrive à les mettre en musique avec tout ce qu'a expliqué Jean-Marc, l'Europe peut ressortir vraiment premier dans la course sur ces dimensions-là. Mais la partie d'échec et de course d'escargot va être très compliquée, c'est sûr. Une autre question? Merci pour les réponses. Est-ce que le rapport Draghi donne des solutions ou des pistes pour créer cette solidarité industrielle que vous venez d'évoquer, qui est la seule arme possible pour faire bouger, du point de vue législatif, l'outil européen? C'est une bonne question. Qui veut si? En tout cas, moi, ce que j'ai lu en sous-titre du rapport Draghi, c'est que le militantisme était de compétitivité. Ce qui est bien, ce qui permet de sortir l'écologie un petit peu d'un univers parfois naïf. Je rappelle qu'économie et écologie, c'est le même radical, c'est la gestion des ressources rares. C'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être un antagonisme apparent. Qui veut répondre sur le rapport Draghi, qui dresse quand même des pistes sur la réindustrialisation? On va devoir faire les antisèches. Fabien, Monsieur Priamy, Hervé.
Il propose de chasser en meute, ce qui est jamais... Alors, je vais apporter une réponse peut-être par rapport à ce que vous disiez sur la coalition industrielle. Moi, je ne crois pas à une coalition industrielle qui vient par le haut. Moi, ma conviction, et j'en parlais avec Géraldine avant qu'on rentre sur cette table ronde, et ça reste ma conviction, hein, attention, hein, c'est toujours... Je pense que dans la partie circularité, on l'a évoqué, il faut partir avec beaucoup d'intuition et beaucoup d'humilité, parce que celui qui part avec des certitudes, il est mort. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il faut créer des points d'interaction avec des coalitions industrielles transsectorielles. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, dans le rapport Draghi, ce qui est un peu mentionné, c'est de dire qu'il faut aller au-delà des filières. Et donc, il faut créer ces interdépendances entre les différents secteurs pour pouvoir faire émerger des puissances, quelque part industrielles, non pas uniques, mais multisectorielles. Et ça doit nous aider à discuter avec les banques, à discuter avec les fonds d'investissement. Nous, on travaille beaucoup aussi avec les ONG pour les inciter à porter une parole européenne qui correspond à notre ambition. Et évidemment, on travaille avec des grands groupes, j'en ai évoqué tout à l'heure, qui dépassent finalement nos secteurs, de manière à pouvoir influencer le système législatif européen et qui ne rentre pas seulement par des ressorts politiques, mais qui rentre par des coalitions industrielles qui ont été, pour la plupart du temps, gérées par des associations sectorielles. Et donc, il faut qu'on dépasse ça. Et moi, je crois beaucoup à la voix des marques, de grandes marques. Et quand je dis ça, ce n'est pas que industriel, hein, c'est aussi financière avec... moi, je suis très content d'être à côté du Crédit Agricole aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ceux qui portent des valeurs. Ouais, peut-être juste en rebond de ce que tu viens de dire, Fabien. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi je suis convaincu qu'effectivement l'avancée on la fera par ce que tu viens de dire, c'est-à-dire non pas par une approche par filière, mais par une approche de coalition, par une approche de coopération, par une approche de complémentarité. Et juste pour le petit clin d'œil et rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, c'est d'ailleurs ce qu'on fait ensemble. En ayant créé il y a maintenant 2 ans une JV commune autour de la location de longue durée de véhicules utilitaires légers électriques. Et c'est bien l'addition du savoir-faire d'un équipementier et de la complémentarité avec un financier qui fait que sur ce cas d'usage très précis, on a un modèle qui se développe assez sereinement. Une transition citoyenne inexorable, optimiste et réaliste. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci, messieurs. Et merci à toi, Géraldine.